Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va voir le microcontrôleur 16F877. En premier lieu, donc en première partie, on va voir une description générale de ce microcontrôleur. Donc le microcontrôleur, en généralité, donc sur les microcontrôleurs, vous avez un microcontrôleur qu'on peut rencontrer partout dans plusieurs domaines. Exemple, l'informatique, la vidéo, le contrôle des processus industriels, appareils de mesure, automobiles ou autres. Donc, on peut rencontrer un microcontrôleur un peu partout dans le domaine micro-informatique. Une généralité sur les microcontrôleurs qu'on va voir. Donc, on a en général tous les microcontrôleurs, ils assurent presque les mêmes fonctions, telles que on peut rencontrer l'unité arithmétique logique, des ports d'entrée-sortie, on peut rencontrer des interfaces d'entrée-sortie analogiques, des timers, des horloges, et parfois, par exemple, dans l'exemple de ce microcontrôleur, on peut trouver aussi des interfaces de communication série. Donc, pour deux microcontrôleurs similaires, on peut, pour deux technologies différentes, ou bien pour deux constructeurs différents, la seule différence, ça sera seulement les langages de programmation, c'est-à-dire quelques instructions. Ici, dans ce cours, on va aboutir, ou bien on va aborder notre microcontrôleur 16F877, qui est de type mid-range, c'est-à-dire à moyenne puissance. Donc, les microcontrôleurs ce microcontrôleur qu'on va étudier, il est de type RISC, ça veut dire à jeu d'instructions réduit. Donc, on a le total de jeux d'instructions qu'on peut avoir dans ce microcontrôleur, c'est 35 instructions. Donc, qui dit réduction du nombre d'instructions, dit aussi décodage plus rapide et une vitesse plus grande pour l'exécution. Donc, la famille des PIC est subdivisée en trois grandes familles. Il y a les baselines qui utilisent donc des instructions avec une taille de 12 bits. Dans notre cas, c'est le mid-range qui utilise donc des mots, c'est-à-dire des instructions de mots de 14 bits. Et enfin, on trouve les high-end qui utilisent des mots de 16 bits. Identification, donc chaque microcontrôleur il porte une identification. Donc pour syntaxe XXL, donc grand XX, Y, ZZ. Donc le petit XX, ça correspond à la famille. Par exemple, le 16L, donc la famille 16. On va voir que signifie 16. Puis L, c'est la tolérance donc, pour la plage de tension. Le grand XX, c'est le type de mémoire, un programme. Dans notre cas, c'est le F, flash, le type flash, c'est-à-dire la mémoire rapide. Et le YY, c'est un identificateur pour identifier donc, les différents microcontrôleurs, par exemple 84, 877 dans notre cas. Et enfin, vous avez ici la vitesse maximale que peut supporter donc bien sûr du quartz, que peut supporter ce microcontrôleur. Dans notre exemple, vous avez le 16, c'est la famille donc mid-range, d'accord. F, ça veut dire c'est donc mid-range, ça veut dire un mot. Bien, les instructions, ils auront une taille de 14 bits. Flash, ça veut dire rapide, donc mémoire rapide, la mémoire programme elle est rapide, de type flash. Et l'identificateur, c'est le 877. Donc là, vous avez une allure donc, du PIC 16F877. C'est aussi pour le 874. On trouve donc là 40 broches. Donc dual inline, donc c'est un boîtier de type dual inline. On peut le rencontrer dans d'autres formes de boîtiers. Donc dans ce boîtier, comme vous le constatez, vous avez les broches d'alimentation. On va les retrouver dans les broches 11, 12. Et on peut les retrouver aussi dans les broches 32 et 31. Donc là, on entre un petit peu donc, en profondeur dans ce microcontrôleur. Donc vous avez ici l'architecture interne de ce microcontrôleur. Donc on peut retrouver une partie de mémoire, une partie de contrôle, RID, une
partie contient donc les différents timers, la mémoire EEPROM, convertisseur, transmission série. Et là, vous avez les ports d'entrée-sortie. Donc, commençons par les ports d'entrée-sortie. Donc, on trouve dans ce microcontrôleur 5 ports d'entrée-sortie, allant de A jusqu'à E. On va les détailler tout à l'heure. Et on peut trouver ici donc, des entrées des différentes fonctions. Donc, comme vous le constatez ici, il y a donc, des entrées de plusieurs fonctions, telles que le convertisseur, la transmission série, etc. Dans cette zone, on rencontre les timers. Donc, on retrouve ici 3 types de timers qu'on peut utiliser comme des compteurs ou bien des timers. On peut aussi les utiliser en mode interruptible. On retrouve aussi le convertisseur analogique digital, donc avec une taille du résultat qui est égale à 10 bits. On retrouve ici la transmission série de type RS232. On trouve aussi ici la mémoire de EEPROM. Dans cette zone, on rencontre donc différents registres tels que, par exemple, le registre ALU et le registre, l'unité arithmétique logique ALU et le registre de travail, donc le registre, et le registre statut. Donc, aussi, on retrouve ici plusieurs décodeurs, donc décodeurs et contrôleurs, soit pour décoder les instructions, soit donc là, soit aussi les entrées horloges. Donc, comme vous le constatez ici, oscillateur 1 et oscillateur 2, c'est là où on va brancher notre quartz ou bien notre horloge. Bien sûr, l'horloge de l'oscillateur. Et là, on rencontre donc la partie des mémoires qui contient les mémoires. On rencontre ici la mémoire flash. Donc, c'est une mémoire de 8 kg, de mots de 14 bits. 8 kg fois 14 bits. Donc, si je veux déterminer sa capacité mémoire. On retrouve aussi la mémoire RAM. Donc, c'est cette mémoire qui va contenir les registres spéciaux et aussi la RAM utilisateur. Et on rencontre aussi la pile, donc le stake. Donc la pile. Notre pile, c'est elle qui va englober ou bien qui va recevoir l'adresse de récupération lorsque on utilise surtout les instructions de branchement ou bien d'appel de ce programme. Voilà. Les éléments essentiels du PIC, donc on peut les retrouver ici dans ce schéma synaptique. On retrouve donc une mémoire flash de 8 kg, la voilà, 8 kg fois donc 1024 mots de 14 bits en total. Une RAM de 368 octets, donc la voilà, donc c'est une RAM donc, de 368 octets utilisateurs et 96 registres spéciaux. Les 5 lignes, donc là on rencontre ici les 5 lignes, les 5 ports utilisés par ce microcontrôleur. Donc le port A, le port B, C, D et E. Donc là, chacun il porte, donc, par exemple, le A, c'est un port de 6 lignes seulement. Le port B, ce n'est pas comme le cas du U16F84. Le 16F84, il n'avait que 5 lignes, alors que là, on va retrouver les 6 lignes. Le port B, C et D, ils sont des ports de 8 lignes. Et le port E, donc il n'a que 3 lignes. Le convertisseur analogique numérique, donc on retrouve ici notre convertisseur analogique numérique de 10 bits. Et on trouve l'USART, donc pour la transmission série, port série universelle, mode asynchrone, RS232 et mode synchrone. Et donc le voilà, bien sûr d'autres modules tels que le timer, les modules de comparaison. Donc là, tout ça on peut retrouver ici dans notre schéma synaptique. Bon, ce microcontrôleur est aussi doté d'un code de protection, donc contre piratage, et un jeu d'instructions, comme on a dit, risque il est égal à 35 instructions utilisées par ce microcontrôleur. On passe maintenant à une organisation de la mémoire RAM. Donc l'espace mémoire adressable, l'espace mémoire RAM adressable est de 512
octets, 512 octets, dont 96 réservés à ce qu'on appelle les registres spéciaux, et les 416 restantes, donc ils sont à usage général, ou bien, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle aussi RAM utilisateur. Donc, dans ces 416, on va retrouver uniquement 368 qui sont utilisables. D'accord? Donc, pour accéder à une RAM, donc, on utilise deux méthodes, soit adressage direct ou bien adressage indirect. Ici, on va voir comment je peux accéder à la RAM, donc, comme on a déjà vu dans le CSF84. Donc, dans cet exemple, ou bien dans ce type de microcontrôleur, on retrouve quatre banques, donc quatre banques qui contiennent chacune 128 octets. Donc là, pour adresser une banque parmi les quatre, il faut aller au registre statut et configurer les lignes, les bits RP0, RP1 pour accéder à chaque banque. Exemple, donc là, vous avez les banque 0 qui part de 00 jusqu'à 7F, banque 1 de 80 jusqu'à FF, le banque 2 100 jusqu'à 17F, banque 3 de 180 jusqu'à 1F. Donc dans cet exemple, je vais vous montrer comment je peux adresser une banque, donc là, soit en positionnant RP0, RP1, par exemple, l'exemple que j'ai pris ici, c'est pour accéder, pour copier l'accumulateur W dans la case mémoire d'adresse 1FFF, et cette adresse, elle se trouve dans la banque 3. Donc, il faut positionner les bits RP0, RP1 du registre statut, il faut les positionner à 1 pour accéder à banque 3. Si je veux accéder aux banques 0, donc il faut les mettre à 00. Si je veux mettre, donc, par exemple, si je veux accéder aux banques 1, donc je mets RP0 à 1, RP1 à 0. Si je veux accéder aux banques 2, donc le RP0 va prendre la valeur 0, RP1 la valeur 1. Et bien sûr, pour le banque 1, on va les positionner tous les deux à 1. Donc là, dans notre exemple, si je veux accéder, donc il suffit de mettre les deux bits à 1. Et au lieu d'accéder à l'adresse 1F, il suffit d'accéder à l'adresse 6F directement. Donc là, au lieu d'utiliser l'adresse 1F, donc là, on va voir que l'adresse 6F et l'adresse 1F, ils ont en commun les 7 premiers bits. Les 7 premiers bits. Donc là, regardez ici, par exemple 1, 1, 0, 1, 1, 1. Et là, le 1, 1, 0, 1, 1 pour les deux. Donc, pour compléter les bits restantes, il suffit de positionner les deux bits RP1 et RP0 à 1 et on aura bien sûr l'adresse de destination qui est 1. Donc, nous allons anticiper un petit peu et présenter les instructions BCF et BSF. Donc, on a dit que BCF, ça veut dire mettre bit clear file, ça veut dire mettre à 0 le bit RP0 du registre statut. Et le BSF, bit set file, ça veut dire mettre à 1 le bit RP1 du registre statut. Donc, dans notre cas, on va utiliser deux fois le BSF statut RP0 et BSF statut RP1 pour accéder à la page 3. De même, pour la page 2, on va mettre, comme j'ai dit, le bit RP0, je vais le mettre à 1, c'est-à-dire BSF statut RP0 et BCF statut RP1. Pour la page 2, donc là, on va mettre, ou bien pour la banque 2, on va mettre le RP1 à 1 et le RP0 à 0, c'est le cas ici. C'est BCF statut RP0, BSF statut RP1. Et dans notre cas, c'est l'accès à la banque 3. Donc, on va mettre BSF, BSF. Donc, là, vous avez une organisation des registres spéciaux dans notre microcontrôleur, dans la RAM. Donc, dans la banque 0, on retrouve ce type de registres spéciaux. Banque 1, les voilà, banque 2 et banque 3. Au fur et à mesure, donc, lorsqu'on aura besoin d'accéder à un registre spécial, bien sûr, par exemple, si je veux accéder au port A, il faut accéder aux banques 0, comme on a déjà vu. Si je veux, par exemple, accéder, je vais utiliser le registre trice A, il suffit d'accéder à banque 1 via, bien sûr, le positionnement des bits RP0, RP1. La même chose, si je veux accéder, par exemple,
au port B, comme vous le voyez ici. Donc, le port B il est utilisé d'ailleurs dans les banques 0, banque 2. On peut rencontrer des registres qu'on peut retrouver dans les 4 banques. Exemple, le statut, FSR, Intcon. Je pense là aussi, voilà, Intcon. Donc, il se trouve dans les 4 banques. Donc, on n'a pas besoin d'accéder à la banque lorsque je vais utiliser l'un de ces registres qui se trouvent dans toutes les banques. Donc là, bien sûr, je parle surtout pour les registres qui ne sont pas utilisés partout. Par exemple, si je trouve EECON 1, EECON 1, il est utilisé uniquement dans la banque 3, donc je dois accéder à la banque 3 pour utiliser ce registre. Et là, c'est la fin de la description de notre microcontrôleur. Et à bientôt pour la deuxième partie. Et merci.